Bon, rebonjour. Je vais faire le résumé de l'épisode précédent puisque c'était en deux temps. Donc la dernière fois, on avait vu que la médecine occidentale à l'origine était une médecine du sujet dans sa globalité. Depuis Hippocrate, même avant, enfin les chamans et tout ça, le fait que l'individu soit malade est en rapport avec le cosmos, avec des théories de sa spiritualité, vaguement de son corps, etc. Et puis, donc tout était mélangé. Et puis Hippocrate et Galien, petit à petit, ont éliminé les dieux, quand même pour garder des éléments de métaphysique, pour le dire vite, la théorie des humeurs et tout ça, c'est-à-dire que ça ne repose pas sur des choses, sur des observations. Par exemple, Galien pensait que l'esprit était partagé entre le cerveau, le cœur et le foie. Alors on ne peut pas dire qu'il y ait des supports biologiques pour dire que l'esprit est localisé dans le foie. Dans le cœur et le cerveau, enfin dans le cœur et la tête, on peut comprendre pourquoi. Le foie, c'est bizarre, mais donc bref, c'était comme ça. Et puis, à partir du XVe siècle, à partir de l'approche expérimentale, et puis jusqu'à Claude Bernard, il y a un parti pris brutal qui consiste à dire stop, la médecine, c'est le corps. Voilà. Et donc avec les dissections, la physiologie, etc. Et avec un succès finalement considérable. Et on a nous on est confronté à ça. Alors, en ce qui concerne l'évaluation des médicaments, il y a un truc particulier, c'est que cette espèce de biologisation à outrance de la médecine n'a été quand même qu'un demi-succès. C'est que, donc, Claude Bernard, je vous l'avais cité la dernière fois, Claude Bernard disait qu'il faut comprendre ce qui fait qu'un malade est malade et ce qui fait qu'il pourra guérir. Et c'est quand on aura compris qu'on pourra trouver le soin qu'on va lui donner. Voilà, donc espèce de vision déterministe de la maladie et du soin. Sauf que dans la réalité, ça ne marche pas, même aujourd'hui. Même avec la biologie moléculaire, même avec des trucs hyper savants, on ne sait pas prédire qu'un individu va avoir une maladie, bon, à part les maladies génétiques complètement déterminées, mais dans l'immense majorité des cas, prenez un infarctus du myocarde, un cancer du foie, une schizophrénie, naturellement, un diabète de type 2, c'est imprévisible. Vous avez des gens qui ont plein de facteurs de risque et qui ne font jamais la maladie, et on ne sait pas. Et le deuxième point, c'est que vous prenez deux patients qui ont exactement le même phénotype, vous leur donnez le même traitement, il est tout à fait possible qu'il y en ait un qui guérisse et pas l'autre. Voilà. Donc il y a de la contingence dans le soin. Et donc du coup, on ne peut pas se fier que à la biologie pour évaluer les traitements, puisqu'il y a du hasard. Et alors, ce qu'on avait vu, on avait vu que Claude Bernard détestait les probabilités, les statistiques, les tests statistiques pour évaluer les médicaments. Donc on pourrait se dire qu'il y a un clivage entre la pensée biologique de Claude Bernard, déterministe, et celle qu'on a aujourd'hui pour l'évaluation des médicaments qui n'est que statistique. On pourrait penser qu'il y a un clivage, mais quand on regarde dans le détail, en fait, c'est pas vrai. C'est que quand on regarde comment les essais thérapeutiques sont nés, ils sont nés de pharmacologues et d'infectiologues. C'est-à-dire, les infectiologues, parmi les médecins, ils font partie des médecins qui ont le plus une pensée biologique, parce qu'en fait, un infectiologue, il a la cause de la maladie. Il n'y a pas beaucoup de médecins qui ont la cause de leur maladie. Alors d'ailleurs, en fait, dire que les virus ou les bactéries sont les causes des maladies, c'est discuté par les sociologues. Mais au moins, ce sont des conditions nécessaires absolues, même si ce ne sont pas des causes. Or, il y a très peu, les cardiologues n'ont pas ça, les cancérologues n'ont pas ça, etc. Donc, la pensée du virologue ou du bactériologiste est très Claude Bernardienne. Et le pharmacologue, c'est pareil. Et ce sont eux qui, avant la Seconde Guerre mondiale, voyant l'impasse de l'approche purement bernardienne et déterministe, ont essayé de chercher une méthodologie qui permettrait d'évaluer les soins avec une pensée quand même biologisante, et ils se sont tournés vers ce que Fischer avait développé pour évaluer l'efficacité des semences dans les champs. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, on a l'éclosion des essais randomisés,
versus placebo, l'idée étant bien de montrer que le médicament a une action spécifique qui n'a rien à voir avec l'action sulfureuse de la pilule qu'on donne à quelqu'un et qui fait du bien, alors que c'est une poudre de perlimpinpin. Il y a cette idée dans l'essai randomisé tel qu'il a été construit à l'origine. Pour le dire vite, l'essai randomisé n'a pas été développé avec une optique de santé publique, il a été développé avec une optique de pharmacologie. Et d'ailleurs, je vous l'avais dit aussi, ça n'est qu'en 1970 que la FDA, c'est la première institution d'évaluation du médicament qui décide d'évaluer l'efficacité, parce que jusqu'à là, les institutions qui évaluaient les médicaments, c'était pour la sécurité, c'était pas pour l'efficacité. Et la FDA se demande, mais tiens, la sécurité, bon, on peut faire des modèles animaux, des trucs comme ça, mais l'efficacité, comment on fait? Et ils regardent autour d'eux et ils voient les pharmacologues qui font des essais randomisés versus placebo, ils se disent pourquoi pas utiliser ça, et ils utilisent ça. Il y a un transfert de paradigme sans penser au fait qu'en fait l'usage ne va pas être le même. L'usage que fait la FDA des essais pour évaluer les médicaments ne repose pas sur les mêmes principes que l'usage que les pharmacologues font des essais randomisés pour évaluer les médicaments. Ce n'est pas les mêmes objectifs dans le fond. Le pharmacologue, c'est de savoir si la molécule marche. Normalement, la FDA, c'est pour évaluer un rapport bénéfice-risque. Donc, ce n'est pas la même philosophie. Mais, en fait, dans les années 70, ce n'était pas un problème, parce que dès qu'un nouveau médicament marchait, il était utile à la société. Il n'y avait pas de problème médico-économique. Et il n'y avait pas tellement de problème de quel est le meilleur qui marche parmi la pharmacopée, parce que, en gros, le nouveau médicament qui arrivait, il marchait toujours mieux que les anciens. Et donc, jusqu'aux années 2000, alors ça a marché, ça a marché, ça a marché. Et puis là, on arrive dans une situation sociologique complètement différente, où, il y a une tension médico-économique énorme, et deux, les nouveaux médicaments qui arrivent ne sont pas forcément diaboliquement supérieurs que ceux qui existent déjà. Et du coup, on a une tension dans le monde de l'évaluation du médicament. Donc on s'était arrêté là. Donc ce que je vous propose là, c'est de continuer cette réflexion, en particulier en la décentrant par rapport aux soins non conventionnels et aux psychothérapies. Alors, si vous voulez, pour synthétiser ce qu'on a vu la dernière fois, moi je dirais qu'il y a un triptyque avec, aujourd'hui dans l'évaluation des soins, donc plus des médicaments, mais l'évaluation des soins, il y a un triptyque avec deux idéologies. Une idéologie, c'est une perspective globale normative. Et on a bien une idéologie, d'ailleurs c'est marrant, c'est Wikipédia qui dit ça, perspective globale normative en général imposée par une classe dominante. Et je trouve que ça colle très bien avec l'évaluation du médicament. Vous avez deux classes dominantes aujourd'hui. Vous avez le biopouvoir, comme le disait Foucault, le biopouvoir, c'est-à-dire les médecins qui font de la recherche qui a à voir avec de la biologie, c'est-à-dire 90% des chercheurs en médecine de l'hôpital Cochin, qui est juste à côté. Donc, qui ont l'idéologie directement issue de Claude Bernard. Alors, ce que je dis là, c'est à moitié péjoratif. C'est normalement, on a le droit d'avoir des idéologies. Voilà, c'est la vie. Les idéologies construisent l'existence. Mais c'est vrai que nos collègues biologisants, médecins biologisants, ont une perspective globale, normative, du soin et de son évaluation. Cette perspective, c'est quoi? C'est que quand les gens sont malades, ils ont une maladie, que cette maladie a à voir avec un dysfonctionnement d'organes, et que si on résout le dysfonctionnement de l'organe, alors on soigne la maladie et on soigne le patient, pour le dire vite. Et je pense que c'est tellement vrai que quand on leur dit ça, ils disent « Eh ben oui, et alors? En quoi c'est une idéologie, quoi? En quoi c'est une idéologie, puisque c'est vrai ?» Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une discussion de ça, juste pour vous donner un exemple concret. C'était l'intercommission santé mentale et psychiatrie de l'INSERM. Donc, on réfléchissait à un appel d'offres, quel appel d'offres pour étudier les maladies mentales? Et il y a un collègue qui dit physiopathologie des maladies mentales, puisqu'en fait, les maladies mentales, c'est le cerveau,
Pour comprendre les maladies mentales, il faut étudier le cerveau. Si on comprend comment il dysfonctionne, alors on saura comment soigner les maladies. Donc le tour est joué. Et elle dit, mais quand même, la société, bah oui, et alors, c'est quand même dans le cerveau que ça se passe. Vous voyez, c'est et alors, quoi. C'est aucune. D'ailleurs, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier le cerveau, hein, bien entendu, il faut étudier le cerveau, il n'y a aucun problème. Cette idéologie ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que c'est une idéologie, quoi. Et elle est imposée par une classe dominante. À l'évidence, c'est une classe dominante. D'ailleurs, à l'INSERM, cette idéologie-là est bien de l'idéologie dominante. Hein. Je pense que 80% des chercheurs INSERM ont à voir avec la biologie. Hein. Donc c'est la première idéologie. La deuxième idéologie, c'est l'idéologie économique, qui avant était minoritaire, mais qui maintenant devient très très forte dans le monde du soin. Hein. Comment on paye aujourd'hui, comment on finance les hôpitaux avec la tarification à l'acte. Donc avant c'était une tarification globale, on donnait de l'argent aux hôpitaux, les hôpitaux soignaient. On disait ben, c'est à vous de déterminer où vous mettez l'argent. Aujourd'hui c'est pas ça, il y a un modèle économique pour déterminer combien on paye un hôpital. Comment on rembourse un médicament? En Grande-Bretagne on rembourse un médicament quand le nombre d'années de vie de bonne qualité coûte moins que 30 000 euros. 30 000 livres. 45 000 euros. Voilà, et ça on voit bien, l'idéologie de remboursement du médicament en Grande-Bretagne est une idéologie économique, hein, puisqu'on met directement, on rembourse un soin si le soin ne coûte pas trop cher pour ce qu'il fait. En France, ça n'est pas le cas, complètement. Hein. Pour ça, parce que je suis sûr que vous pourriez vous dire, ben oui, ben c'est normal. Hein, c'est-à-dire que là aussi, cette idéologie économique est tellement naturelle qu'on dit, ben oui, c'est normal, on rembourse un soin s'il ne coûte pas trop cher pour ce qu'il fait. Et oui, mais en fait, c'est compliqué. Par exemple, vous avez quelqu'un qui a un soin palliatif, il lui reste 15 jours à vivre, peut-être qu'on peut mettre de l'argent pour que ces 15 derniers jours soient bien. Mais vous voyez, ça échappe à une logique purement utilitariste, quoi. Hein. Parce qu'on pourrait dire, de toute façon, ces 15 jours, hein, bon, c'est foutu pour foutu, voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? On peut dire on l'euthanasie tout de suite, de toute façon, si c'est maintenant ou dans 15 jours, il a vécu 80 ans, donc 15 jours c'est négligeable devant 80 ans, ça va coûter cher, plutôt que de mettre cet argent-là, on va le mettre ailleurs pour s'occuper de nos enfants et tout ça. Oui, en termes utilitaristes, à la limite, ça serait raisonnable de faire ça. Et vous avez des gens qui le disent, après tout, pourquoi pas? Pourquoi dépenser beaucoup d'argent là, alors qu'on pourrait le dépenser ailleurs et ça ferait plus de bien? C'est une vraie question. Sauf qu'on va dire que, par principe, quand quelqu'un va mourir, il faut l'aider. Vous voyez, c'est pas une logique utilitariste, c'est une logique de principe. On appelle ça une éthique déontologique. Quand quelqu'un va mourir, c'est grave pour lui, pour ses proches, il faut faire un effort particulier. Et les Anglais le font. Le coup par Quali, c'est 30 000 euros, 30 000 livres, mais pas pour les soins palliatifs. Vous voyez, ils ont, à un moment donné, alors après on va dire, oui, mais pourquoi les soins palliatifs? Pourquoi pas un peu avant, etc., 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 etc. Vous voyez, mais, donc, deux logiques idéologiques, hein, le biopouvoir. Alors en gros, le biopouvoir, c'est quoi? C'est, pour moi, hein, vraiment, derrière cette idéologie, c'est quoi? Je vous l'avais dit la dernière fois, c'est nous, médecins biologistes, on n'est pas des charlatans. C'est-à-dire, nous, ce qu'on fait, ça fait vraiment quelque chose, avec un grand V. C'est vraiment quelque chose, c'est-à-dire que quand quelqu'un a la migraine, je donne un antimigraineux, ça procure une vasodilatation ou une vasoconstriction des vaisseaux. Voilà. Ça fait quelque chose sur les vaisseaux. Si vous faites des passes comme ça sur quelqu'un qui a mal à la tête, si ça se trouve, ça peut marcher. Hein. Mais ça, c'est du charlatanisme. Parce que, voilà, on sait, ça n'est pas en rapport avec le biopouvoir, la biologie. C'est leur idéologie. Leur idéologie, c'est nous ne sommes pas des charlatans. Alors, j'ai l'air d'être péjoratif, de me moquer, hein, mais en réalité, il faut être honnête, là, on a trouvé un nouveau médicament qui guérit de l'hépatite C. C'est grâce au biopouvoir qu'on a trouvé ce médicament qui guérit l'hépatite C. Donc, avant, il y avait plein de charlatans. Aujourd'hui, il y en a quand même moins. Il y en a toujours, mais il y en a quand même moins, il faut être honnête. Quand on va en ville aller voir un médecin généraliste ou un gastro-entérologue, on sait qui on va voir.
95 fois sur 100, c'est pas un charlatan, c'est quelqu'un qui a appris la médecine et qui sait ce que c'est. Donc cette histoire de biopouvoir, quand même, c'est respectable. C'est respectable. Mais il y a une logique derrière. Alors, donc je vous avais dit 2 points. Le biopouvoir, l'autre point, les économistes. Et puis, le 3e point, c'est le sujet malade. Alors, le sujet malade, il a sa face visible et il a sa face cachée. Sa face visible, c'est Monsieur Martin sonne à la porte du médecin. Monsieur Martin dit j'ai mal là. Ah ben oui, on l'examine, plus trop, mais on l'examine quand même. On va lui faire des examens complémentaires, on va trouver sa maladie, etc. C'est ce qu'on apprend à la faculté de médecine. C'est la face visible du malade. Et puis il y a la face cachée du médecin, la face cachée du malade, que vous avez tous vécu, puisqu'on a tous été malades à un moment donné, ou que vous avez vu autour de vous, c'est qu'en fait, quand on est malade à la première personne, en fait, c'est plus compliqué que ça dans notre tête. D'abord, c'est que même quand on est jeune, le jour où on est malade vraiment, c'est-à-dire malade vraiment, ça veut dire quoi? Si vous avez mal à la tête un peu, si vous vous donnez un coup de marteau sur le doigt, vous avez mal, mais voilà. C'est pas... Être malade vraiment, c'est tout d'un coup se sentir différent et tellement différent et tellement en souffrance qu'on a besoin de faire appel à quelqu'un. Et ce jour-là, on ne se sent pas bien parce qu'on réalise tout d'un coup qu'on va mourir un jour. Ça marche très bien. Quand on est malade, il y a tout d'un coup l'angoisse de mort qui revient, et la mort reste quand même un grand mystère chez les êtres humains. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, c'est un impensé, hein, tous les philosophes se sont penchés dessus. L'angoisse de mort. 2, vous le savez, hein, les malades, en fait, nous dégoûtent. C'est-à-dire que, et c'est vraisemblablement un truc archaïque, c'est que on doit avoir peur de la contagion, vous voyez, c'est-à-dire qu'il doit y avoir un truc qui fait que quand quelqu'un va pas bien, on doit le mettre à l'écart pour plein de raisons. Parce que s'il est malade, il ne faut pas se reproduire avec lui, hein, et puis s'il est malade, ça peut être contagieux, donc on le met à l'écart, donc on n'ose pas trop les toucher. Et même si vous avez des proches même si ce sont vos proches hein, qui sont malades, ou si vous êtes malade, vous voyez quand même que les gens vous évitent. C'est pas rien. Néanmoins, à contrario, comme on sait comme on est des êtres humains, et qu'on s'aime bien les uns les autres, hein, c'est la socialisation, même si on sait qu'on n'aime pas les malades, il y en a qui vont aller au-delà de ça, et vous savez enfin certains d'entre nous, ont un réflexe qui est d'aller vers les gens malades. C'est une espèce de réflexe paradoxal, un réflexe de soignant, de care, quoi, de care au sens anglophone. Donc de se faire violence et d'aller vers les gens malades. Après, vous avez des espèces de trucs bizarres qui sont encore plus archaïques que ça, qui est que par moment, quand vous êtes malade, vous rentrez en catatonie. Hein, c'est-à-dire que vous avez envie de partir dans la forêt, de mourir, voilà, plus personne ne peut rien pour vous, vous arrêtez de manger, enfin, il y a une espèce de truc qui doit obéir à un réflexe de survie, sûrement, qui ne marche plus du tout avec notre système de soins, mais peut-être qu'à une époque, ça a eu une utilité. En tout cas, vous avez plein de gens, quand ils sont malades, ils restent dans leur lit et ils ne bougent plus, ils ne veulent plus en bouger, enfin, c'est la catastrophe. Et puis, alors autre truc aussi, c'est quand on est malade, on recherche toujours désespérément ce qui a pu faire qu'on soit malade. C'est une constante qu'un sociologue allemand a trouvé, c'est que, je l'avais dit la dernière fois, je crois, les êtres humains, quand ils sont heureux, ne cherchent jamais pourquoi, mais quand ils sont malheureux, ils cherchent toujours pourquoi. Et ça, quand on est médecin, c'est vraiment un invariant. Quand vous avez un patient qui a une maladie un peu grave, toujours il vous demande pourquoi. Qu'est-ce qui a pu faire que je sois malade? Et la réponse n'est pas facile, naturellement. Parce que dire que vous avez un cancer du poumon parce que vous avez fumé, en fait, on n'en sait pas grand-chose, puisque ce sont des statistiques. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le détail, regardez dans le détail nos concitoyens, quand je suis malade, j'ai attrapé une crève, même un cancer, même un cancer. Pourquoi j'ai attrapé un cancer? Parce que la société est pourrie, parce que plus rien ne va,
il y a les nanotechnologies, la pollution, le diesel, etc. Enfin, vous voyez, on a une espèce de truc à limite spirituelle, hein, c'est-à-dire qu'avant on était dans un monde naturel, tout allait bien, on n'était pas malade, et depuis qu'on a tout construit, tout est artificiel, on n'est plus en accord avec la nourriture, avec la nature, et du coup on a des maladies, alors que statistiquement c'est faux, hein, bien sûr. Il y a encore des êtres humains qui vivent en accord avec la maladie, hein, avec la nature. Avec la nature, y compris en France, hein, on a des autochtones en Amazonie, hein, en Guyane, hein, qui vivent à l'écart, plus ou moins, et je vous promets qu'ils ont plein de maladies et qu'ils ne vivent pas très vieux. Hein. Donc on vit plus vieux, hein. Même en étant entouré de trucs artificiels, on vit plus vieux et mieux, hein, contrairement à ce que tous les gens disent, à la malbouffe et tout. Hein. Mais c'est dans la tête des gens. Tout ça pour dire qu'il y a une face cachée du patient qui est cachée. C'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire, l'angoisse de mort, le dégoût de la maladie, le care, la catatonie, n'est jamais étudié par les chercheurs en recherche biomédicale. Quasiment jamais. Hein. Quasiment jamais. Alors que, naturellement, les gens, quand ils sont malades, vivent ça. Et donc, du coup, vous voyez, ça va poser des problèmes quand on va évaluer les médicaments ou les soins, en particulier les soins non conventionnels. C'est que vous avez, que ce soit le soin qui relève du biopouvoir ou le soin qui relève de la pensée économique, ils négligent complètement 50% de ce qui fait qu'un malade. Et donc, du coup, quand ils évaluent des soins, ils évaluent que le côté pile de la face du patient. Et le côté face est scotomisé complètement. Alors là, donc on pourrait dire, ah ben c'est mal de ne pas voir la moitié des choses. Sauf que c'est une vraie question. Je pense que c'est une vraie question. Et franchement, j'ai pas de réponse. C'est-à-dire, je pense qu'il y a des collègues qui considèrent qu'on a raison de ne pas s'intéresser à l'irrationalité des patients, parce que si on s'y intéresse, on va la renforcer et qu'on va aller dans la mauvaise direction. Donc, un adepte du biopouvoir dira « Oui, je n'explique pas tout. Effectivement, il y a toutes ces espèces de trucs où les gens racontent n'importe quoi, ils ont peur de tout, enfin de la mort et tout ça. D'accord, je ne sais pas faire ça, mais en fait, pour soigner les gens, ça ne sert à rien à s'intéresser à ça. Et même, effectivement, vous allez me dire, ah mais oui, mais si, parce que si on les écoute, on va mieux leur parler, on va être en congruence avec leur représentation, donc ils vont mieux aller. Mais ce n'est pas leur rendre service à moyen ou long terme. Si on veut vraiment arranger, améliorer l'état de santé de l'espèce humaine, il faut croire à son credo de Claude Bernard, parce que c'est lui qui marche. Et donc, il faut mettre de côté tout ce qui est charlatan, parce que toutes ces histoires, c'est à voir avec des trucs pas sérieux, quoi. Et donc, si on commence à rentrer dans ce business, on va le renforcer, et donc, on va retarder l'arrivée à une pensée médicale positive, qui sera l'ultime aboutissement du soin. Et je pense que ça, en tout cas, bon, moi je pense pas ça, mais je pense qu'il faudrait en débattre. On va pas le faire là, c'est pas l'objectif, hein, vous inquiétez pas. Mais je pense qu'il faudrait en débattre dans la société, c'est-à-dire, oui, quand on est malade, franchement, on est souvent irrationnel, hein. Alors il faudrait se mettre d'accord sur le mot irrationnel et tout ça, mais on dit des trucs pas raisonnables, on pense des trucs pas raisonnables, et ça a des conséquences concrètes qui font qu'on arrête nos médicaments, que du coup on se met en danger, qu'on met en danger les autres, enfin, c'est pas bien. Donc objectivement, ça pose problème. Et donc il faudrait discuter, est-ce qu'on doit respecter cette irrationalité parce qu'elle est nous, et que de toute façon, quand on est malade, on doit s'occuper de nous, nous en tant que sujet rationnel et irrationnel. Ou alors est-ce qu'on doit ne pas respecter notre aspect irrationnel et quelque part nous mettre sous tutelle en tant que malade, de dire non, non, de curatelle, ça serait plus précisément, hein,
oui, vous êtes malade, mais vous pétez les plombs à moitié, et donc là, non, on ne va pas. Oui, vous avez peur de mourir, mais non, vous n'allez pas mourir parce que vous avez une pneumonie à pneumocoque, et donc on va vous guérir avec un antibiotique. Donc, oui, vous avez une angoisse de la mort, mais c'est du baratin, c'est dans votre tête, débrouillez-vous avec ça. Moi, je peux vous dire que dans 15 jours, vous serez guéri, vous pourrez aller courir. Voilà. Et vous voyez, donc, moi je suis ouvert à tout, mais sauf que ce que je constate aujourd'hui, c'est que quand même, plus de 50% de mes collègues considèrent ça. C'est-à-dire qu'il il faut pas, d'ailleurs on le dit, ah mais je l'ai secoué. On le dit bien, hein. Je l'ai secoué, c'est-à-dire, j'ai dit, mais arrêtez vos conneries, ah oui, arrêtez vos conneries. Alors bien sûr, en psychiatrie, ça va être plus compliqué que ça, parce que, on va y revenir juste tout de suite. Alors donc, une fois qu'on a posé ça, eh bien on comprend qu'il y a certains soins qui vont avoir des problèmes. C'est que vous avez certains soins qui, quelque part, revendiquent de travailler avec la face cachée du patient. Et donc, bien entendu, alors ces soins vont fonctionner, enfin certains, puisqu'effectivement, quand vous écoutez mieux les gens, etc., on le sait bien ça, que quand on écoute mieux les gens, ben, ça marche mieux. Oui. Donc, vous allez, mais là, vous voyez, en amont, il y a une question éthique, c'est que quand aujourd'hui on impose, par exemple, quand aujourd'hui on dit, pour montrer qu'un soin est efficace, il faut le comparer à un placebo, en fait, vous sous-entendez que vous adhérez à cette éthique du biopouvoir ou du reste, qui fait que l'on ne veut pas entrer dans la face cachée du patient, que l'on veut des soins qui marchent en dehors de toute cette irrationalité du patient, et que justement, cette irrationalité, on ne veut pas l'avoir et on la met à côté. Et alors on dit c'est non spécifique. En réalité, c'est pas que c'est non spécifique, c'est que c'est mal. C'est mal que, d'ailleurs, on en a déjà dit la dernière fois, pas mal de nos collègues considèrent que guérir un patient avec un placebo, c'est mal. Le guérir avec des trucs, c'est mal. Alors, quand on leur dit, mais c'est mal, ils sont guéris, donc c'est bien. Ils sont mal à l'aise parce qu'en fait, pourquoi ils pensent que c'est mal? Parce que sur le long terme, on renforce l'irrationalité du système. Et donc, du coup, si vous avez des soins, encore une fois, qui, eux, revendiquent de travailler avec la face cachée du patient, eh bien, ils vont être en porte-à-faux par rapport à la pensée dominante. Puisque la pensée dominante est à 90 degrés. Alors, ça va être valable pour les soins non conventionnels, et bien sûr, ça va être valable pour la psychanalyse, parce qu'en fait, la psychanalyse travaille avec la face cachée du sujet. Et c'est pour ça que... et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'inconsciemment, certains psychanalystes ont intériorisé ça, et ils disent, mais non, il ne faut pas nous évaluer parce qu'on n'est pas dans ce business, nous. On n'est pas dans le fait qu'on fait du bien aux gens intrinsèquement. Non, on est ailleurs. Et ils ont raison. Par rapport à l'idéologie dominante, ils sont ailleurs, effectivement. Sauf qu'il y a des effets indésirables, c'est que, du coup, si on dit, bah, on n'évalue pas parce qu'ils sont ailleurs, ça pose un problème de santé publique, c'est que, quand même, ces soins sont utilisés. Alors si on dit, ah mais oui, mais bon, comme ce qu'on fait avec l'homéopathie. Hein. L'homéopathie est remboursée sans être évaluée. L'homéopathie, si elle était évaluée par la commission de transparence ou un SMR insuffisant, elle ne serait pas remboursée. Vous voyez, avec la pensée dominante, l'homéopathie n'est pas remboursée. Et le ministre décide, comme c'est le ministre représentant indirectement du peuple, il voit que le peuple, lui, a besoin d'un soin qui n'est pas rationnel, puisque dedans, il y a zéro chose. Donc on sait que c'est pas rationnel, on le sait. Normalement, il n'y a rien dedans. Mais les gens veulent ça. D'ailleurs, il fait des sondages, les gens veulent de l'homéopathie. Donc le ministre décide de rembourser. Il décide de rembourser, c'est-à-dire il va contre l'évaluation conforme à l'idéologie dominante. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. On devrait poser sur la table. Et alors finalement, l'homéopathie, à quoi ça sert? Vous voyez, mais alors que là, cette question est jugée par le politique et pas par le scientifique. Ça, c'était le premier volet. Alors, donc, deuxième volet, pratique, finalement, comment il faut faire? Alors, comment il faudrait faire pour évaluer? Alors,
préliminaire. Quand on évalue, vous savez, on dit toujours balance bénéfice-risque. Et c'est vrai, parce que tout le monde sait que les soins ont des effets positifs et des effets négatifs. Et il y a une différence fondamentale entre les effets positifs et les effets négatifs, hormis le fait qu'ils sont positifs et négatifs. C'est que quand vous développez un soin, vous avez en général une idée derrière la tête sur ce qu'il va faire. Et donc l'effet positif est attendu. Et en général, quand vous développez un soin, alors pas toujours, hein, cancéro, etc., c'est pas le cas, mais en général, quand vous développez un soin, vous espérez pas trop qu'il va faire du mal aux gens. Non seulement vous l'espérez pas trop, mais en plus, vous voulez pas y penser. Ça, c'est vraiment quelque chose. Même les firmes pharmaceutiques, on pense qu'elles cachent les effets indésirables, ce qui est vrai parfois. Hein. On a eu des exemples. Mais les firmes pharmaceutiques, souvent, et ça je l'ai vécu, ne peuvent pas voir que leurs médicaments sont susceptibles de faire du mal. Et ce n'est pas une question d'argent, c'est une question que c'est des êtres humains et ils ne peuvent pas penser qu'ils développent un truc qui fait du mal aux gens. Et d'ailleurs, c'est pour ça que parfois, ils payent des gens pour leur dire que leur médicament leur fait du mal aux gens. Vous voyez, ils ont besoin d'avoir des avis extérieurs pour leur dire que leur produit n'est pas bon. Parce qu'eux ne sont pas capables de voir qu'ils font un produit qui n'est pas bon. Et donc vous imaginez du coup, comme démontrer qu'un produit n'est pas bon, ça n'a rien à voir avec démontrer qu'un produit est bon. C'est pas du tout la même pensée. Dans un cas, on a envie de montrer que le médicament ou le soin marche, et en plus on a une idée sur ce que le soin va faire. Dans l'autre cas, on n'a pas envie de voir que ça fait du mal, non seulement ça, mais en plus on ne sait pas à l'avance ce que le soin va faire comme mal. Et en particulier pour les soins non conventionnels ou les psychothérapies, eh ben, alors par exemple, effet indésirable d'une thérapie psychanalytique brève, effet indésirable d'une thérapie cognitivo-comportementale, c'est pas évident, hein. C'est pas évident. On a des histoires entre nous, hein. On sait qu'il y a des gens avec qui ça se passe mal, hein. On va dire, ah ben, il a divorcé, il est parti, etc. On peut dire, oui, mais c'était bien. Ah ouais, mais bon, ça a foutu le bazar, mais enfin, bon, donc on sait. Mais l'explicité, et d'ailleurs, quand on fait les revues de la littérature sur les soins non conventionnels et sur les psychothérapies, on a très peu d'études sur les effets indésirables. Donc, préliminaire. Alors, deuxième point très méthodologique, concret, où sont les points délicats et les points pas délicats, finalement, pour évaluer les soins. Alors, vous savez, classiquement, on dit que pour évaluer un soin, il faut définir les patients, les traitements, les critères d'efficacité et les designs. Alors là-dedans, moi je vois deux trucs qui sont faciles, deux trucs qui sont moins faciles. Les trucs, alors rien n'est simple, hein, mais il ne faut pas non plus trop se compliquer la vie. Parce qu'à force de dire que tout est compliqué partout, on ne fait rien. Donc il y a des choses qui sont simples. Moi je crois définir les patients, définir les traitements, on peut discuter, mais finalement on peut y arriver. Définir des patients. Alors que vous preniez, prenons l'ostéopathie, l'acupuncture, une thérapie cognitivo-comportementale, enfin tout ce que vous voulez, ou un médicament. Ça s'adresse à qui? L'ostéopathie, l'acupuncture, etc. Des gens qui ont mal, ils ont mal où? Ils ont mal au dos, ils ont des migraines. Enfin, vous voyez, je prends des mots qui sont des mots de lombalgie. La lombalgie, vous voyez, je prends des mots du vocabulaire médical. Hein, Alors, est-ce que forcément tous les acteurs des soins non conventionnels ou psychologiques, etc., utilisent exactement la même nomenclature que les médecins patentés? Non, c'est vrai. Il y a des glissements, hein, il y a des glissements. Comme il y a des champs théoriques différents, ils n'ont pas exactement la même façon d'opérationnaliser les malades. Ok, en maladie, ok. Mais prenons l'exemple des psychanalystes et des psychiatres biologistes. Hein, c'est quand même vraiment des théories, des idéologies ou des champs théoriques complètement opposés. Franchement, ils sont capables de parler entre eux des patients qu'ils ont. Hein. Ils sont capables de dire, lui il est déprimé, lui il est anxieux, lui il a un TOC, lui il est schizophrène. Alors,
Il faut qu'il fasse attention un peu sur, parce que psychotique ne veut pas forcément dire la même chose, déprimé ne veut pas forcément dire la même chose, mais à la louche, ça se ressemble. À la louche. Et de toute façon, même si je prends l'angle de l'acteur de santé publique, vous savez, hein, je veux évaluer un médicament dans la dépression. Qu'il faut-il inclure dans l'essai? On va dire qu'il faut inclure des patients déprimés, déprimés au sens des critères. Eh oui, mais si on fait ça, on va savoir si les médicaments font du bien à des gens qui sont vraiment déprimés au sens des critères, alors qu'en fait, les antidépresseurs sont donnés à des gens déprimés au sens du médecin généraliste. Or, le médecin généraliste, c'est pas qu'il ne connaît pas, mais c'est qu'on lui a appris pendant une demi-heure, il y a 20 ans, ce que c'était que les critères du DSM de dépression. Il y a 20 ans, une demi-heure. Il a tout oublié. Et pour lui, la dépression, c'est la dépression. Et il n'a pas complètement tort. Et donc, du coup, vous voyez, même au sein du développement des médicaments, définir les critères d'inclusion, c'est pas si simple. Donc, en fait, que vous preniez même des thérapies psychodynamiques ou des thérapies cognitivo-comportementales, finalement, le problème n'est pas beaucoup plus compliqué. Donc, définir les patients, on a un corpus de maladies, il repose sur des a priori, mais enfin, vous savez, la notion de mélancolie existe depuis la Grèce antique, etc., l'hystérie aussi. Je trouve que ce n'est pas un problème méthodologique majeur. Définition des traitements. Alors, le premier problème majeur avec la définition des traitements, c'est qu'il faut savoir ce que les gens font. C'est-à-dire qu'effectivement, quand c'est des médicaments, c'est facile, vous ouvrez un blister et vous avez une industrialisation du produit de santé. Donc ça, là, c'est champion du monde, c'est parfaitement reproductible. Quand vous avez les autres soins, qu'ils soient psychothérapeutiques ou non conventionnels, en général, ils sont opérateurs dépendants et il arrive qu'on ne sache pas exactement à quoi correspond le soin. Et donc, effectivement, la première étape quand on évalue un soin, c'est de définir. Et ça, c'est très bien. Alors, mais est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas difficile. Alors, même si on dit ah, c'est opérateur dépendant, donc tout dépend de l'opérateur, c'est vrai, mais c'est pas vrai. On l'a fait avec, là aussi, des psychanalystes, hein, où on dit que c'est très singulier. Des psychanalystes peuvent se réunir et discuter ensemble de ce qu'ils font, et vous allez voir qu'en fait, c'est assez reproductible d'un psychanalyste à l'autre. Et en fait, c'est pas pire que ce que font les chirurgiens. Parce que pour la chirurgie, la même question se pose. Comment ils font leur intervention? Alors pourtant, c'est protocolisé normalement, hein, mais enfin, ils ont leurs petites habitudes. Et puis, avec le temps, les protocoles changent. Et puis, une fois que les mains savent ce qu'elles font, c'est très difficile de changer. Donc, en fait, ils continuent à faire toujours le truc. Et finalement, qu'est-ce qui est le mieux? De leur dire, faites comme ça maintenant parce que c'est mieux, ou de les laisser faire avec leurs gestes anciens qu'ils maîtrisent parfaitement? Vous voyez, c'est une question compliquée. Donc on va dire, ah oui, mais alors donc le médicament quand même là a un avantage. Oui, il a un avantage, sauf que là aussi on oublie que la façon de prescrire un médicament, ça joue sur l'efficacité du médicament. Et qu'il faudrait protocoliser, enfin, il faudrait expliciter comment on fait pour prescrire un médicament quand on fait un essai randomisé sur des médicaments. Hein, qu'on aurait des surprises, qu'on se poserait là au moins la question. Comme ce sont des essais internationaux, on verrait qu'en fait, on ne fait pas la même chose dans tous les pays, qu'on ne fait pas la même chose selon qu'on est en secteur 1 ou en secteur 2, parce que dans un cas, on a 25 minutes, dans l'autre cas, on a 12 minutes, donc forcément, on ne prescrit pas pareil, etc., etc. Hein? Autant de choses qui ne sont jamais évaluées dans les essais. Et on voit que c'est rien qu'une question de bon sens. On a oublié que, à cause de la pensée bernardienne, hein, on a oublié que le soin médicamenteux, c'était autre chose qu'une pilule. Et que donc, dans l'essai, on oublie une part de la thérapeutique qui est le soignant. Mais bon, quand même, définir les patients, définir les traitements, de mon point de vue, c'est pas très compliqué. Alors vous allez me dire le comparateur, contre quoi on compare une thérapie psychanalytique, contre quoi on compare l'ostéopathie. En fait, c'est pas si l'ostéopathie, contre quoi on la compare. Si c'est une lombalgie, on va comparer à anti-inflammatoire et puis kinésithérapie. Pourquoi pas? C'est-à-dire, quand quelqu'un a mal au dos, qu'est-ce qu'on fait d'habitude? On appelle ça best standard of care.
Et donc on se met d'accord, le traitement de base de la lombalgie, c'est quoi? L'acupuncture dans la migraine, bon, on va comparer ça à quoi? On va comparer à des antimigraineux. Et puis si c'est acupuncture plus antimigraineux, ben, on appelle ça un essai en add-on, c'est-à-dire c'est on top of, on va avoir best standard of care, je parle anglais, mais le milieu de l'évaluation du soin, c'est de l'anglais, hein. On va prendre le meilleur traitement de la migraine, auquel on rajoute de l'acupuncture, versus, alors on va dire, ah oui, mais à côté, il n'y a rien, eh bien pourquoi pas, il n'y aura rien. Comme ça, vous aurez l'effet, le gain marginal de l'acupuncture. On peut discuter, mais vous voyez, c'est pas si compliqué que ça. C'est pas si compliqué que ça. Alors après, par contre, ce que je trouve compliqué, c'est les critères d'efficacité. C'est que donc, vous prenez quelqu'un qui a mal au dos, vous prenez quelqu'un qui est malheureux dans sa vie, vous prenez quelqu'un qui a le VIH, vous prenez quelqu'un qui a un cancer, de ce que vous voulez. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va aller mieux dans sa vie? Et alors là, aujourd'hui, on a, dans les essais des médicaments et de tout en général, hein, plein de choses. Hein. On a, est-ce que l'organe va mieux? Donc diamètre tumoral, tension artérielle, hémoglobine glyquée, créatininémie, vous voyez, on en a plein. On a, est-ce que les symptômes vont mieux? Est-ce que la maladie va mieux? Est-ce qu'il est moins hospitalisé? Est-ce qu'il fonctionne mieux? Et même le top du fonctionnement, c'est d'être vivant, donc est-ce qu'il est mort? Et là, c'est d'ailleurs qu'on voit qu'il y a des rhétoriques complètement folles. Hein. Donc vous avez la mort qui est liée au fonctionnement, c'est-à-dire le jour où il est mort, ben, c'est fini. Zéro, voilà. Donc on appelle ça overall survival. Et vous avez en cancérologie progression free survival, donc il y a survival, pareil, sauf que c'est le temps jusqu'à progression de la maladie, c'est-à-dire ça n'a rien à voir du tout. Hein. Le fait de mourir, vous êtes mort, c'est fini, et le fait de dire ma maladie a progressé, ça n'a absolument rien à voir. Phénoménologiquement, ça n'a rien à voir, et pourtant, ben, l'un est considéré comme un surrogate, un critère de substitution naturelle de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il y a survival à la fin, c'est juste ça. Hein. C'est juste ça. Donc, la mort, alors la qualité de vie, le fonctionnement cognitif, les impressions cliniques globales. Donc, vous voyez un peu comme... Alors là-dedans, la qualité de vie, c'est vrai, c'est sympa. Tout de suite, on a envie de dire... Si on mesure la qualité de vie, quelque part, après tout, si les gens ne meurent pas trop, si leur qualité de vie est bien, finalement, il n'y a que ça. Sauf qu'en fait, on ne la mesure pas. C'est-à-dire que les instruments de mesure de la qualité de vie ne mesurent pas la qualité de vie. J'ai envie de dire, il y a un semi-consensus autour de ça. Pourquoi ça n'est qu'un semi-consensus? Parce qu'il y a un business autour de la qualité de vie et qu'il y a des instruments qui ont été développés et que c'est très embêtant si on commence à dire, si, vous voyez, les gens qui les ont développés ont du mal à dire que finalement c'est un peu abusif. Mais enfin, faut être honnête, prenez 30 secondes de recul et demandez comment on fait pour mesurer la qualité de la vie. Alors, il y a une situation en fait où ça marche bien, c'est quand vous allez très très mal, en fait, on mesure pas mal la qualité du mal-être. Oui, l'intensité d'un mal-être, ça se mesure. Mais la qualité d'une vie, ça ne se mesure pas parce qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. Et puis il y a des trucs, du coup, ça pose des problèmes très compliqués. Hein. Par exemple, 10 ans après une transplantation hépatique, la qualité de vie est supérieure qu'en population générale avec un même âge, même sexe et même niveau socio-économique. Vous voyez? C'est parce qu'en fait, les gens sont tellement heureux de vivre qu'ils se sentent mieux dans leur vie. Pareil, on a fait ça avec des adolescents qui ont la mucoviscidose, leur qualité de vie est meilleure que des adolescents, etc., etc. Donc, le fait, donc du coup, on appelle ça un response shift, c'est un mot savant pour dire qu'en fait, le concept c'est frites, quoi. C'est frites. Donc du coup, ça serait cool d'avoir qualité de vie, on aurait un outcome parfait, hein, mais la qualité de vie, ça marche dans les cancers graves, ça marche dans des trucs comme ça, mais en dehors de ça, ça marche pas. Bon, j'y vais à la louche. Hein. J'y vais à la louche, on en discute tout à l'heure avec plaisir.
Alors, bon, on a un panel, mais on a, en fait, ça ne répond pas à toutes les questions. Par exemple, une thérapie psychanalytique, quel doit être le critère d'efficacité? Alors, vous voyez, c'est les symptômes. Lacan, il disait, la guérison vient de surcroît. Bon, c'était de la provocation aussi, hein. Mais c'est pas si provocateur que ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous vous engagez dans une thérapie psychanalytique pour guérir de votre maladie, c'est pas forcément la bonne idée. On rentre dans ce type de prise en charge quand même, pour faire le point sur le lien qu'il y a entre soi et son trouble, quoi. Je vois quand même que ça va mal, et je vois que ça a à voir avec des choses que je fais, et que quand même, je me rends compte que je ne suis pas très clair avec tout ça, et j'aimerais quand même être plus à même de savoir ce qui se passe, quoi. Ce qui se passe. Gagner un insight par rapport à soi. Et comment ça se mesure ça? Alors il y a des échelles d'insight, hein. Mais bon, vous voyez, c'est hyper compliqué, hein. C'est hyper compliqué de dire finalement est-ce que ça va être un succès avec un nombre, vous voyez, c'est-à-dire avec une échelle qui va dire noter de 0 à 100. Alors on va dire est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que vous allez mieux? Donc ce serait une impression globale, oui. Mais finalement, même est-ce que c'est être satisfait? Est-ce qu'on peut dire je suis satisfait de... Alors si les gens disent qu'ils sont satisfaits, après tout peut-être, je sais pas. Mais alors on en revient aux instruments de mesure de la satisfaction. Là aussi c'est comme la qualité de vie. C'est pas terrible, pourquoi? Parce qu'en fait, satisfait c'est quoi? C'est comment on perçoit son état par rapport à l'état idéal que l'on aimerait être. Et donc il se peut qu'il y ait des soins, et on a montré que ça existait, hein, qu'il y a des soins, quand vous les faites, vous trouvez que vous allez mieux, mais votre état idéal est tellement plus élevé que finalement vous êtes moins satisfait par rapport à votre vie. Il y a des exemples, hein, dans la schizophrénie, on a montré ça. Donc, si le soin fait que, alors on peut dire Massoma, le soin a tort, si vous êtes mieux, mais que du coup vous êtes malheureux parce que vous vous rendez compte que finalement vous devriez être tellement mieux, vous voyez, le soin a tellement augmenté vos attentes, du coup vous êtes frustré par rapport à votre vie, du coup vous allez plus mal, donc le soin a tort. Mais oui, mais d'un autre côté vous êtes plus lucide par rapport à votre vie. C'est John Stuart Mill qui disait « Il vaut mieux être Socrate insatisfait qu'un imbécile satisfait ». Alors peut-être qu'il a tort, mais c'est pas idiot. Peut-être que des soins vous rendent comme Socrate satisfait, c'est-à-dire insatisfait. Ça n'a pas marché, vous avez le seum, comme disaient les jeunes. Ça va pas, mais au moins vous vous rendez compte de ce qui va pas, et finalement vous êtes devenu un être humain éclairé. Alors vous voyez que la difficulté d'évaluer ça. Alors vous allez dire c'est la psychanalyse, mais Juliette a travaillé sur l'hypnose, et donc il y a des études qui montrent que c'est dans la douleur. Mais si on demande aux gens est-ce que vous avez moins mal, ben ils n'ont pas moins mal sur l'échelle visuelle analogique de la douleur. Ils n'ont pas moins mal. Et pourtant, à distance, si on leur demande mais finalement comment c'était, ben ils vont mieux que le groupe contrôle. Pourquoi? Parce que finalement ils avaient mal, mais cette douleur ne les a pas agressés émotionnellement. Il n'y en a pas eu d'emprise sur eux. Alors vous voyez comme c'est dit, du coup, on se dit, tiens, je vais mesurer l'effet de l'hypnose dans l'accouchement. Ben, quel est le critère? Ben, que les femmes aient moins mal. C'est quand même, l'accouchement fait mal. À une époque, dans l'EVA, c'était le 10 de l'EVA, hein, c'était avoir une douleur aussi importante que lors d'un accouchement. Donc vraiment, c'était le truc qui fait mal. Donc on va prendre l'EVA. Et oui, mais l'EVA, elle ne va pas vraiment répondre à la question, parce que la douleur, en réalité, c'est plus compliqué que ça. Donc vous voyez, la question du critère d'efficacité, elle est une question compliquée, surtout si vous vous intéressez à la face cachée du sujet. Et là, c'est vrai qu'en termes méthodologiques, il y a un absent,
c'est les études qualitatives. C'est que pour vraiment savoir ce qu'un soin fait à quelqu'un, en termes positifs ou négatifs, c'est quand même mieux de laisser parler les gens spontanément. Ce que l'on ne fait jamais aujourd'hui. Jamais. Même en psychiatrie. Je vous l'avais dit la dernière fois, hein, il y a eu quasiment 1 millier d'essais randomisés dans la dépression, et j'ai trouvé un papier qui évaluait l'effet subjectif des antidépresseurs sur les malades. Un. Donc là, il y a vraiment un gap. Hein. On ne laisse pas les gens parler de ce que c'est que d'avoir une chimiothérapie, de ce que c'est que d'avoir un anti-TNF-alpha, de ce que c'est que... Même un anti-migraineux, hein, là, les triptans, quand on injecte un triptan à quelqu'un qui a une migraine, qu'est-ce que ça lui fait? Moi, je serais curieux. Alors, on dit sur une VA, à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça baisse. Mais finalement, qu'est-ce que ça change? Parce que vous savez que les migraineux, que j'ai été, donc je peux vous en parler, j'étais ambivalent par rapport à ma migraine. Pourquoi? Parce que après une migraine, vous êtes très très bien. Vous êtes très très bien. C'est des moments de créativité, d'hypomanie, etc. Et il y a plein d'auteurs qui disent que pour rien au monde, ils ne se feraient guérir de leur migraine, etc. Et donc si jamais le médicament fait partir ça, je vous promets que c'est un problème. Alors pas pour les grosses migraines, mais pour les migraines modérées, c'est peut-être un problème. Ça, on l'a pas, quoi. Moi, je n'ai jamais vu un papier qui s'est intéressé à ça. C'est pas bien. Alors j'en arrive au 4e truc, le design. Alors le design, comment faire en pratique les manips pour évaluer les médicaments? Alors n'oublions pas qu'on peut faire des études in vitro chez l'animal, chez le volontaire sain. Et à la limite, on pourrait faire des soins non conventionnels chez les animaux. Il y a de l'acupuncture, de l'ostéopathie chez le cheval et chez le chien. Et il y a des thérapies, on fait des psychothérapies pour des TOC chez les chiens. Donc, on peut, il n'y a pas encore de psychanalyse pour les animaux, mais ça va venir. Donc, on pourrait faire des modèles animaux de soins non conventionnels. Ça a un intérêt. Ça a un intérêt, en particulier parce que vous êtes en résonance avec le biopouvoir. Les modèles animaux in vitro et tout ça, le biopouvoir, il aime. Et donc, si vous faites des modèles animaux pour des soins non conventionnels, vous faites plaisir au biopouvoir et ça peut vous rendre service. Et bon, on est d'accord, c'est quand même pas ça l'objectif. Le mot-clé pour évaluer les soins, c'est le mot cohorte. C'est-à-dire, en gros, vous prenez des gens qui sont malades et vous les suivez pour voir comment ils vont après que vous les y soignez de façon X ou Y. Donc, moi, je trouve que le mot-clé pour évaluer, le mot-clé dans le design, c'est cohorte. Alors après, vous avez plein de cohortes. Vous avez des petites cohortes, des grosses cohortes. Alors, on peut faire des petites cohortes. D'ailleurs, entre nous, s'il y a des maladies orphelines, vous n'aurez pas le choix. C'est après à nous adapter. Alors, on peut faire des petites cohortes qualitatives, des petites cohortes quantitatives, avec des mesures très fines, très précises, des gens filmés, etc. On peut faire des petites cohortes. Alors, bien sûr, si vous avez des grosses cohortes, bien sûr, vous pouvez faire des statistiques, facilement. Alors, il y a plein de sortes de grandes cohortes différentes. Vous avez les cohortes ad hoc, c'est-à-dire, vous allez faire une cohorte pour ça. Alors, bien sûr, c'est top, parce que vous allez pouvoir faire un cahier d'observation où vous allez mesurer ce que vous avez envie de mesurer. Donc scientifiquement, ça va être très bien, le problème c'est que ça va coûter cher. Alors après, aujourd'hui, on a des cohortes différentes, on a des cohortes de base de données d'assurance maladie. Elles ne coûtent rien parce qu'elles existent déjà. Et elles sont très grandes, et en plus, les gens n'ont pas le choix. En France, en tout cas, ils sont obligés d'adhérer à la cohorte, puisque tout le monde est remboursé. Donc tout le monde est dans la base de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Donc c'est fantastique, on n'a pas de non-réponse, pas de perdu de vue, enfin, à quelques exceptions près. Et si on n'a pas toutes les datas, mais plus ça va, comme vous savez, il y a des big data, plus ça va, plus on a de données dans ces bases. Et on peut faire naturellement du soin non conventionnel et tout ça. Il suffit que, alors si c'est pris en charge, si on est dedans, mais si on met les mutuelles avec, et il y a des pays qui font des évaluations de soins non conventionnels
avec des bases de données d'assurance maladie. Alors on a les registres aussi, hein. On a des maladies, on a des registres, on peut faire de l'évaluation du soin sur des registres. Alors parmi ces cohortes, la grande question qui va se poser, c'est est-ce qu'on fait des études comparatives ou pas? Et en fait, quoi qu'il arrive, on est toujours comparatif. Même si on suit une cohorte de patients qui a un seul traitement, comme ça, par exemple, ça a été le cas pour le nouveau médicament dans l'hépatite C, il y a eu 3 génotypes où il n'y avait pas de bras contrôle. CNEC non contrôlé. Et il a eu son autorisation de mise sur le marché, son remboursement et un prix très élevé, alors qu'il n'y avait aucun bras contrôle. Pourquoi? Parce que implicitement, il y avait des contrôles historiques. Et que quand vous aviez plus de 95% de réponse de guérison virologique, alors que les meilleurs médicaments faisaient la moitié, eh bien, voilà. Donc vous voyez, les autorités, alors que tout le monde s'arc-boute sur la randomisation, là, même par rapport au biopouvoir, hein, même par rapport au biopouvoir, il n'y avait pas de bras contrôle et c'est passé. Donc, mais parce qu'il y avait des témoins historiques. Donc en fait, quand vous ne vous comparez pas, vous vous comparez toujours implicitement à des témoins historiques. Donc il faut le savoir, on est toujours comparatif. Alors après, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'il faut que ça soit une cohorte randomisée ou pas? Mais vous voyez, pour moi, la randomisation, c'est tout à fait à la fin. Il faut d'abord penser en termes de cohorte et à la fin, penser en termes de randomisation. Et c'est vrai que parfois, la randomisation permet de répondre à des questions... c'est un design qui a des avantages méthodologiques incontestables. Mais aujourd'hui, on a des arsenals statistiques qui font que quand vous avez une taille d'échantillon très très importante, quand vous avez beaucoup de variables mesurées, vous pouvez quasiment faire aussi bien qu'une randomisation. Alors j'en arrive à la conclusion et c'est fini. Là, je vous ai dit ce qu'on pouvait faire, mais en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire alors pour évaluer l'ostéopathie, l'acupuncture ou la psychanalyse? Qu'est-ce qu'il faut faire en pratique? Eh bien, on ne peut pas donner de réponse parce qu'il y a d'abord une question à laquelle vous devez répondre, c'est combien d'argent vous êtes prêt à mettre pour pouvoir évaluer le soin. Tant qu'on n'a pas répondu à cette question, on ne peut pas proposer de méthodologie raisonnable. Donc la vraie question qu'il faut poser d'abord socialement, c'est combien d'argent on met. Alors aujourd'hui, pour les soins médicamenteux, on le sait. C'est beaucoup d'argent, c'est-à-dire, en gros, plus de 100 millions d'euros. Quand on évalue un médicament, on met plus de 100 millions d'euros sur la table. Donc ça va, 100 millions d'euros, vous pouvez sortir l'arsenal méthodologique top, c'est-à-dire tout ce que vous voulez, les modèles animaux, des essais randomisés, vous pouvez en faire plusieurs et vous pouvez même faire des cohortes. Vous pouvez tout faire. Pour les soins non conventionnels, vous n'aurez jamais plus de 100 millions d'euros. Alors, le problème, c'est que c'est pas dit. Ça c'est un problème politique. Pourquoi mettons plus de 100 millions d'euros avec les médicaments? Pourquoi avec l'acupuncture, l'ostéopathie, la psychothérapie, etc., on ne met pas la même chose? Donc là, je crois qu'il y a un vrai débat de société. Est-ce que c'est bien pour la santé publique? Non, c'est pas bien. Il y a même un papier anglais qui vient de sortir et qui est extraordinaire, hein, un papier médico-économique, hein, qui compare le coefficient des nouveaux médicaments par rapport au coefficient des soins courants. Donc je vous l'ai dit, hein, le coefficient des nouveaux médicaments, la limite c'est 30 000 livres. Eh bien les soins courants, le coefficient c'est 12 000 livres. C'est-à-dire qu'on dépense beaucoup plus d'argent pour les nouveaux médicaments que l'on en dépense pour les soins courants. Donc si ça se trouve, si on investissait autant d'argent pour améliorer les soins courants, on améliorerait l'état de santé de la population de façon beaucoup plus coût-efficace qu'en payant les nouveaux médicaments qui coûtent cher. Donc là, il y a un vrai... Or, on n'investit pas cet argent en recherche, donc du coup, on met l'argent dans le médicament. Pourquoi? Parce qu'on a toujours le fantasme que c'est les firmes pharmaceutiques qui payent, alors qu'en fait, c'est nous qui payons les médicaments. Donc là, il y a un premier point, c'est combien d'argent on met. Alors bien entendu... je vais faire le truc jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Bien sûr, on n'aura pas 100 millions d'euros. On aura combien? On n'aura même pas 1 million d'euros. On aura quoi? Un PHRC, c'est-à-dire 400 000 euros.
Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va bricoler. Et on ne peut pas, le biopouvoir ou le pouvoir des économistes ne peut pas nous reprocher de mal évaluer les soins non conventionnels ou les soins psychothérapeutiques. C'est tout simplement pas un problème méthodologique, c'est un problème financier. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec 300 000 euros? Ben après, c'est à nous de nous poser la question, est-ce qu'on veut montrer que ces soins-là, ce ne sont pas du charlatanisme? Est-ce qu'on veut montrer qu'ils sont efficaces au sens où on entend d'habitude, hein, c'est-à-dire qu'ils améliorent les symptômes, on va dire, pour aller vite? Mais efficaces pour qui? Efficaces en général? Efficaces pour certains patients? Donc là, vous allez avoir, hein, si c'est efficace en général, par exemple, si vous voulez, hein, si vous avez un soin non conventionnel et que vous voulez dire, non, moi je fais mieux que... Moi je suis vraiment sérieux, je suis dans la cour des grands, quoi. Et puis moi je marche, c'est-à-dire je guéris. Alors là, vous aurez besoin de faire un essai randomisé. Mais peut-être que finalement, c'est pas ça l'objectif, hein. Peut-être qu'on s'en fout, peut-être que c'est aux soins non conventionnels à assumer qui s'occupent du côté de la face cachée du patient. Le biopouvoir appelle ça du charlatanisme. Ils peuvent appeler ça, je m'intéresse à l'autre aspect du patient. Et de dire, ben, moi je n'ai pas envie de montrer que je suis efficace intrinsèquement et tout ça. Moi je veux juste faire une étude de cohorte, je vais suivre des gens, et puis je vais voir ce que ça fait par rapport à d'autres choses, d'autres au pluriel. Et puis je vais voir en même temps à quel patient ça fait le plus de bien, à quel patient ça fait le moins de bien. Et donc on va monter une cohorte avec 1000, 2000 patients, on va faire ça en lien avec les acupuncteurs, les ostéopathes. J'ai eu un contact avec les ostéopathes de Nantes qui sont partants pour faire ça. Donc je trouve qu'ils font leur business. Puis bien sûr il y a d'autres questions. Est-ce que ça coûte, est-ce qu'il faudrait le rembourser? Donc on peut greffer là-dessus une étude médico-économique. Et puis une autre question, c'est finalement comment les gens se sentent avec ça, et une étude qualitative. Donc vous voyez, on peut faire des choses en étant méthodologiquement correct. Je crois qu'il y a deux choses en amont qui dirigent tout. C'est quelle est la question qu'on se pose, comme d'habitude, mais en étant décomplexé. C'est-à-dire, il ne faut pas dire, ah oui, mais je veux montrer, ah oui, mais l'ARS, ils veulent que je fasse un essai randomisé, parce qu'on a ça, hein. Ça, vous voyez à quel point le monde économique et le biopouvoir a un impact, c'est que on a fait dans le labo, on a fait un essai randomisé qui a évalué une prise en charge complexe dans le sevrage du cannabis chez les adolescents, très dépendants au cannabis. Donc ça a été un financement de la BILDECA. Pour la partie française d'un gros essai européen, l'essai a été fait, il marche à peu près, en tout cas c'est publié, en étant globalement positif. Depuis, l'ARS d'Île-de-France donne de l'argent aux collègues qui ont fait l'essai pour implémenter le soin. Et ça coûte cher, ça coûte cher. Comme il y a eu un essai, c'est un endroit en général qui n'est pas évalué, eh ben on a mis de l'argent parce qu'il y avait un essai randomisé. Donc là, on a vraiment une responsabilité de dire, attention, il n'y a pas que l'essai randomisé, on aurait très bien pu faire un autre design qui aurait été quasiment aussi convaincant, parce qu'en plus, quand on regarde dans le détail le papier qui évalue le soin, franchement, c'est pas clair. Hein. C'est pas clair. Mais c'est un essai randomisé, publié en anglais. C'est ça la rhétorique. Hein. Donc, il y a les questions qu'on se pose, en étant militant sur le fait qu'on doit être décomplexé, et puis il y a l'argent, c'est-à-dire qu'il faut renvoyer la société devant ses responsabilités. Si on évalue le soin non conventionnel, dans le meilleur des cas, avec un PHRC à 300 000 euros, eh ben, c'est sûr qu'on répondra qu'à une toute petite partie de la question. C'est fini, et j'ai vu que...